Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Chaque jour, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Merci d'être avec nous comme tous les mercredis désormais. Vous vous intéressez aujourd'hui à ce sondage Harris Interactive pour Challenge, très commenté depuis hier soir. Cette enquête d'opinion crédite en effet Éric Zemmour de 10% des intentions de vote. Quel sens, Alexis, donnez-vous à ce score inédit pour le polémiste, pas encore candidat officiellement? Alors, il est vrai qu'il faut entourer le commentaire d'un sondage de toutes les précautions d'usage. On est évidemment très loin encore de ce premier tour. Éric Zemmour n'est pas encore candidat et un sondage, de toute façon, aussi excellent soit-il, et celui-ci évidemment répond à toutes les règles, il est parfaitement en règle, mais un sondage ne fait pas le printemps, hein, donc il faut évidemment se méfier. En revanche, Steve, ce qu'on peut d'ores et déjà noter, c'est qu'évidemment il témoigne d'une dynamique relativement positive en faveur d'Éric Zemmour et de sa chevauchée pour l'instant solitaire. Et donc cet homme n'a pas encore sorti son livre, en tout cas son livre n'est pas lu encore par les Français qui apprécient ou qui n'apprécie pas son discours. Il ne s'est pas encore officiellement déclaré. Il est à 10%, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, dans ce sondage que nos amis de Challenge publient demain, il faut dire qu'il devance Hidalgo. Il devance Hidalgo. Et donc, il y a de multiples leçons que l'on peut tirer d'un positionnement dont Jonathan Arfi, le numéro 2 du CRIF, dit qu'il équivaut aux provocations de Jean-Marie Le Pen avec le style de Bruno Maigret. Alors, ce même sondage, Alexis Lacroix, voit Marine Le Pen dévisser, la plaçant désormais sous la barre des 20%. Éric Zemmour est-il devenu la menace numéro 1 du Rassemblement national? Alors en tout cas, c'est une question évidemment que pose l'arithmétique du sondage de Challenge avec Harris Interactive. On a le sentiment qu'effectivement, la formation d'extrême droite, fondée par Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui dirigée, gérée par Marine Le Pen, pâtit de la concurrence de ce candidat annoncé, Éric Zemmour. Mais au-delà, si vous voulez, simplement on pourrait dire du siphonnage ou de la triangulation que risque de pratiquer Éric Zemmour, il faut évoquer le positionnement politique de ces deux candidats. Marine Le Pen, depuis quelques années, est engagée, alors on ne sait pas si c'est sincère ou si c'est cosmétique, mais dans une stratégie progressive d'assagissement, au moins en apparence. Dédiabolisation. Voilà, qu'on appelle donc dans le langage technique la dédiabolisation, un assagissement, au moins cosmétique, du discours tenu par la formation d'extrême droite. Et cet assagissement passe notamment, et là on rejoint évidemment le cœur de la campagne, de ce que la campagne sera avec ces personnes-là, c'est la question de l'islam. Sur la question de l'islam, le Rassemblement national, au cours des dernières années, a fait de la triangulation d'un thème cher, en fait, à l'origine à la gauche républicaine, qui est la laïcité, en utilisant une laïcité tranchante, une laïcité de combat, pour combattre l'islamisme. Mais attention, si on est honnête, on doit reconnaître, Steve, que le Rassemblement national maintient, envers et contre tous, la distinction assez essentielle entre les musulmans et l'islamisme. Il ne rejette pas l'ensemble des musulmans qui habitent la France, qui pour beaucoup sont citoyens français, pour d'autres ne le sont pas, dans le purgatoire de l'islamisme. Or, quelle est la particularité depuis quelques années, mais là très clairement ces jours-ci, et notamment bien sûr dans le livre que nous découvrons actuellement, Éric Zemmour essentialise de manière négative l'identité musulmane, il essentialise de manière négative le Coran, et au fond, il ne trace pas un signe d'égalité, mais en revanche, il abolit cette frontière absolument essentielle à tous les Républicains entre un Mohamed Merah, par exemple, et un citoyen français de confession musulmane qui n'a évidemment rien à voir avec l'extrémisme djihadiste ou même islamiste. Et ça, si vous voulez, c'est une surenchère, c'est une outrance idéologique qui met le Rassemblement national dans une position compliquée. Il se sent, s'il faut résumer, si vous voulez, en quelque sorte, doublé sur sa droite par un concurrent qu'il n'avait pas vu venir. Alors, selon Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur délégué de l'Institut Harris Interactive, l'électorat d'Éric Zemmour était au début de la campagne électorale
électoral très proche de celui de Marine Le Pen. Mais au fur et à mesure des semaines, Éric Zemmour progresse notamment auprès d'un électorat qui avait voté en 2017 pour François Fillon. Sa candidature annoncée risque-t-elle, Alexis Lacroix, de coûter cher finalement aux Républicains ? Alors, il ne faut pas, évidemment, jamais rester le nez collé sur les chiffres. Nos amis de Challenge et de Harris Interactive font du bon boulot. Les chiffres, cela dit, sont simplement une indication de tendance. Mais ce qu'on sait, si vous voulez, par les sondeurs, par les gens qui sont des spécialistes d'opinion, vous venez d'en citer un, il y en a d'autres, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le positionnement, on va dire, ultra-conservateur d'Éric Zemmour séduit, en effet, un segment non négligeable de l'électorat LR. Mais je vous rappellerai que s'il y a une comparaison vraiment valide d'Éric Zemmour, c'est dans l'histoire de France qu'il faut la chercher. Une période, je sais, à laquelle vous vous intéressez, Steve, qui est la Troisième République, mais plus exactement, ces années où la République a tremblé sous les coups des anti-Dreyfusards, les gens qui voulaient la condamnation de Dreyfus, qui étaient persuadés de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Parmi eux, évidemment, beaucoup d'antisémites. Qui était le chef des anti-Dreyfusards ? C'était Édouard Drumont. Édouard Drumont était l'auteur de La France juive, un pamphlet à côté desquels les pamphlets d'Éric Zemmour font pâle figure en termes de succès éditorial, je veux dire. Eh bien, dans ces années-là, Drumont proposait l'alliance des classes. On va dire le prolétariat en colère contre le système, ce qu'on n'appelait pas encore le système, et la bourgeoisie radicalisée, extrémisée dans ses convictions, on va dire, anti-républicaines, qui à l'époque d'ailleurs reposaient sur l'antisémitisme. Mais vous avez une partie de la bourgeoisie française qui s'est extrémisée au fil des années, sous l'influence d'ailleurs de programmes, de télévisuels, qui agitent, on va dire, toutes les peurs, qui cultivent toutes les peurs. C'est ce segment-là, bien sûr, de la bourgeoisie, d'une bourgeoisie ultra-conservatrice et largement islamophobe, qu'Éric Zemmour a vocation à trianguler. Et donc il pose un problème aussi, vous avez raison, existentiel, de positionnement républicain, qui sont obligés, s'ils veulent exister à côté de lui, de durcir leur discours, comme en témoigne ce qu'Alexandra disait, c'est-à-dire le fait que même un Michel Barnier, qui est vraiment l'eurocrate centriste dans l'âme, est obligé de faire des surenchères souverainistes aujourd'hui. C'est très intéressant. Pour terminer, Alexis, est-ce qu'il faut s'inquiéter, en vous écoutant, on le comprend évidemment, de ces surenchères nationalistes qui pourraient rythmer ces prochains mois et cette campagne électorale ? Il faut être clair. Les propos qu'Éric Zemmour tient ici ou là, les comparaisons douteuses, scabreuses, scandaleuses qu'il peut faire entre ceux des juifs français qui veulent, pour des raisons parfaitement légitimes, enterrer leurs proches, enterrer leurs morts, enterrer leurs enfants en Israël, et le sort réservé, paraît-il, au terroriste Mohamed Merah, c'est d'ailleurs pas vrai, puisqu'en réalité il a été enterré dans un caveau d'un cimetière de Haute-Garonne. Mais enfin, peu importe. Ces comparaisons-là sont absolument scandaleuses et doivent être combattues. Mais elles ne doivent pas nous masquer l'essentiel. Comme à l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est la République qui est visée. C'est la République qui est en danger. Et effectivement, on peut penser qu'Éric Zemmour ne sera évidemment pas le président de la République, mais avec le talent oratoire qui est le sien, avec la culture historique, même si elle donne lieu à de nombreuses distorsions, il va peser comme une sorte de perturbateur endocrinien de la campagne. Il va peser dans le sens d'une extrémisation des discours, dans le sens d'une brutalisation des discours. Et donc, en ce sens, effectivement, sa montée en puissance n'est pas une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Steve, ce que l'on sent ces derniers jours, c'est que même dans l'entourage élyséen, des conseillers de l'Élysée, il commence à avoir le frémissement d'une inquiétude. Créditons-les d'ailleurs de la bonne foi. Pourquoi ils sont inquiets ? Pas seulement parce que Éric Zemmour risque de monter trop haut, peut-être demain à 12, voire à 14%. Pas seulement pour ça, mais parce que sa montée en puissance, avec encore une fois toutes les qualités qui sont les siennes, les qualités oratoires, de conviction, de persuasion, risque de, si vous voulez, non seulement d'axer la campagne sur des thèmes qui ne sont pas forcément ceux qu'Emmanuel Macron aimerait développer avec les Français, mais risque aussi de pervertir en grande partie l'espace public, le débat public, la santé du débat public, j'allais dire l'éthique du débat public, dont on ne peut pas dire qu'Éric Zemmour soit, disons, principalement le gardien. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour ce passionnant éclairage en route vers la présidentielle. C'est à retrouver en podcast sur radioj.fr.